Chaque mercredi après-midi, c'était le même rituel. On posait les cartables, on allumait la console, et on disparaissait pendant des heures. Chez un ami, une Super Nintendo, Street Fighter 2, Mario Kart, des batailles sans fin, des rires, des revanches. Je ne savais pas encore vraiment ce qu'était cette machine, d'où elle venait, ce qu'il a fallu inventer pour qu'elle existe. Je savais juste qu'elle faisait des choses que je n'avais jamais vues sur aucun autre écran. Cette console s'appelle la Super Famicom au Japon, et son histoire est l'une des plus belles de l'industrie du jeu vidéo. Tout commence en 1983, dans les bureaux de Nintendo à Kyoto. En juillet 1983, Nintendo lance la Famicom, Family Computer au Japon. Une console 8 bits vendue 14 800 yens, 2 fois moins cher que la concurrence. C'est un carton immédiat, 500 000 unités écoulées en 2 mois. Nintendo réinvente le marché du jeu vidéo au moment même où il s'effondre aux États-Unis après le crash de 1983. En 1985, la Famicom débarque en Occident sous le nom Nintendo Entertainment System, la NES. Elle finira à 61,9 millions d'unités vendues dans le monde. Nintendo contrôle tout. Chaque jeu doit être approuvé. Chaque développeur tiers ne peut sortir que 5 titres par an. Les cartouches sont fabriquées exclusivement par Nintendo. Un empire. Mais en 1988, un concurrent japonais vient frapper à la porte. Il s'appelle Sega. Et il arrive avec une console 16 bits. Le 29 octobre 1988, Sega lance la Mega Drive au Japon. Une console 16 bits, plus puissante que la NES, avec des graphismes et un son supérieur. Sega la positionne comme une console pour les joueurs plus âgés, plus exigeants, matures, cool. La NES, c'est pour les enfants. La Mega Drive, c'est pour ceux qui veulent de la vraie puissance. Nintendo observe, Nintendo agit. Le projet successeur à la Famicom existe en réalité depuis le début des années 80. La technologie 16 bits était déjà connue, mais trop chère à l'époque. Le 21 novembre 1988, soit exactement 23 jours après le lancement de la Mega Drive, Nintendo présente pour la première fois la Super Famicom à la presse japonaise. Conçue par Masayuki Uemura, le même ingénieur qui avait conçu la Famicom originale. Le message est clair, Nintendo ne compte pas laisser Sega prendre son marché. La guerre des consoles vient de commencer. Le 21 novembre 1990, la Super Famicom sort enfin au Japon, 2 ans après sa première présentation. Prix 25 000 yens. Nintendo avait reçu 1,5 million de précommandes pour seulement 300 000 machines disponibles. La veille du lancement, Nintendo charge 100 camions de Super Famicom en pleine nuit. Ce qu'on appellera l'opération livraison de minuit. Ça ne suffit pas. Le lendemain, les 300 000 unités s'écoulent en quelques heures. C'est le chaos. Le gouvernement japonais lui-même intervient. Ce jour restera dans les mémoires comme le mardi noir de 1990. Et il demande aux fabricants de consoles de ne plus sortir leurs machines en semaine pour éviter que les mineurs sèchent l'école. En France, il faudra attendre le 11 avril 1992. La console arrive à 1290 francs, avec Super Mario World et 2 manettes, sous le nom Super Nintendo. Aux États-Unis, elle est souvent surnommée la Super NES. Mais au Japon, son nom d'origine reste la Super Famicom. 5 jeux sont disponibles en lancement en France. Super Mario World, F-Zero, Super Airtype, Super Soccer et Super Tennis. Et dans les cours de récré, une nouvelle guerre commence. Nintendo ou Sega? La Super Famicom n'est pas seulement une Famicom plus puissante, c'est une machine pensée pour repousser les limites du possible. Son arme secrète s'appelle le mode 7, une technologie d'affichage capable de faire pivoter, zoomer et incliner des images en 2D pour donner l'illusion de la 3D. F-Zero, Super Mario Kart, Pilotwing, des jeux qui donnaient l'impression de voler au-dessus d'un sol en mouvement. En 1990, ça n'existait nulle part ailleurs sur console. Sa puce sonore est signée Sony, 8 canaux PCM, 16 bits. Elle permet des bandes son d'une qualité jamais entendue sur console. Nobuo Uematsu sur Final Fantasy, Koji Kondo sur Mario,
Des compositeurs qui ont créé des musiques inoubliables grâce à cette puce. Et quand même, ça ne suffisait plus. Nintendo a une idée brillante. Intégrer des puces supplémentaires directement dans les cartouches. Le Super FX, conçu par le studio anglais Argonaut Games, permet d'afficher de la vraie 3D polygonale. Star Fox en 1993 en est la démonstration parfaite. Yoshi Island en 1995 aussi. 75 jeux environ bénéficiaient de ces puces supplémentaires. Les années 90 au Japon et en Occident, c'est la guerre. Pas une guerre froide, une guerre chaude, menée dans les magazines, dans les cours d'école, dans les publicités. Sega attaque fort. Aux États-Unis, leur slogan devient Genesis does what Nintendo. La Mega Drive fait ce que Nintendo ne fait pas. En France, Sega, c'est plus fort que toi. Sega mise sur la maturité, la vitesse. Sonic, des jeux plus violents, une image plus rebelle. Nintendo répond avec sa ludothèque. Zelda, A Link to the Past. Super Metroid. Donkey Kong Country. Des jeux qui repoussent les limites à chaque sortie. Et quand Sega sort Mortal Kombat avec le sang en version Mega Drive, la Nintendo sort une version censurée. Les joueurs préfèrent Sega. Nintendo reconsidère la question. Mortal Kombat 2 sur Super Nintendo, version complète, sans censure. Et là, Nintendo l'emporte. Les chiffres finiront par trancher. 49,1 millions de Super Famicom vendus dans le monde, contre environ 40 millions pour la Mega Drive. La Super Famicom gagne la guerre, mais Sega avait rendu la bataille mémorable. Ce qui rend la Super Famicom vraiment immortelle, c'est son catalogue. 1750 jeux dans le monde. Et parmi eux, une concentration de chefs-d'œuvre sans équivalent dans l'histoire du jeu vidéo. Super Mario World au lancement en 1990. The Legend of Zelda, A Link to the Past en 1991. Street Fighter 2 en 1992. Qui prouve que les grandes bornes d'arcade peuvent vivre dans un salon. Secret of Mana en 1993. Super Metroid en 1994. Final Fantasy VI en 1994. Chrono Trigger en 1995. Toutes ces dates sont les sorties japonaises sur Super Famicom. Et puis en novembre 1994, Donkey Kong Country, développé par le studio anglais Rare, avec des stations de travail Silicon Graphics. Ces graphismes étaient tellement avancés que des journalistes pensaient que c'était un jeu 32 bits. Il se vend à 6,1 millions d'unités dans les 45 derniers jours de l'année 1994. Un record mondial à l'époque. Ces jeux ne sont pas juste de bons jeux, ce sont des œuvres. Beaucoup d'entre eux définissent encore aujourd'hui ce qu'est un grand jeu vidéo. Il y a dans l'histoire de la Super Famicom un épisode qu'on oublie souvent. Et pourtant, il a changé le monde entier du jeu vidéo. Au début des années 90, Nintendo s'associe avec Sony pour développer un lecteur CD pour la Super Famicom. Sony travaille dessus pendant des années. Un prototype est même présenté au CES de Chicago fin 1991. À l'époque, le CES se tenait à Chicago et non à Las Vegas comme aujourd'hui, sous le nom PlayStation. Le lendemain de cette présentation, Nintendo annonce un accord avec Philips. Sony est évincé. L'humiliation est publique et monumentale. Sony décide de ne pas abandonner. Ils gardent la technologie, gardent le nom, et lancent leur propre console en 1994 au Japon, la PlayStation. La console qui allait mettre fin à l'ère des cartouches et commencer celle du CD. Sans l'accord rompu entre Nintendo et Sony, la PlayStation n'aurait peut-être jamais existé. En novembre et décembre 1994, deux nouvelles consoles arrivent au Japon. Sega lance la Saturn le 22 novembre. Sony lance la PlayStation le 3 décembre. La génération 32 bits est là. En Occident, les deux consoles arriveront en 1995. Beaucoup pensent que la Super Famicom est condamnée. Elle ne l'est pas. Donkey Kong Country en 1994. Puis Donkey Kong Country 2 en 1995. Puis Yoshi Island, puis Chrono Trigger. La machine continue de produire des chefs-d'œuvre alors que la génération suivante peine à trouver ses marques. Nintendo arrêtera la production de la Super Nintendo aux États-Unis en novembre 1999. En Europe, en novembre 2000. Au Japon, la Super Famicom sera produite jusqu'en septembre 2003, 13 ans après son lancement.
Le dernier jeu officiel sort en novembre 2000. 13 ans de production, c'est un record, une leçon. Quand le catalogue est assez fort, aucune guerre technologique ne peut tuer une console. La Super Famicom, c'est 49,1 millions de consoles. C'est 1750 jeux. C'est une génération entière d'enfants des années 90 qui ont appris ce que pouvait être un jeu vidéo. Aujourd'hui, la Super Nintendo Classic Mini s'est vendue à des millions d'exemplaires. Les émulateurs tournent partout. Les cartouches originales s'arrachent en collection. Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Zelda A Link to the Past. Régulièrement cités parmi les meilleurs jeux jamais créés, 30 ans après leur sortie. Moi, je revois ce mercredi après-midi. La manette dans les mains. Street Fighter 2 sur l'écran. Un ami à côté. La Super Nintendo qui faisait des choses que je n'avais jamais vues. Je ne savais pas encore que je regardais l'une des plus grandes consoles de l'histoire. Les pixels ont une âme. Parfois cette âme se glisse dans un mercredi après-midi et ne vous quitte plus jamais. Si vous avez grandi avec la Super Nintendo, laissez un commentaire avec votre jeu préféré et abonnez-vous à Akiba Pixel pour ne rater aucune histoire. A très vite.